Bienvenidos al Hotel Barceló, que acoge al Instituto Cervantes en esta conferencia. Bon, je vais passer au français, parce que je pense qu'il y a des monde qui ne comprennent pas l'espagnol. Dire que c'est toujours un grand plaisir pour nous être ici avec Moustapha Kalaï. Je vais d'abord remercier Hôtel Barceló pour offrir ces installations. C'est toujours un partenaire de luxe pour nous, spécialement dans la figure de son directeur, Jordi Plumet. Je vais aussi remercier notre équipe, Tijan, la coordinatrice. On a aussi Raja avec nous, Sete, mais toute l'équipe du Cervantes, parce qu'on travaille en équipe. Et spécialement, je me rappelle de Hussein, notre officier administratif, qui fait les éditions du vidéo après. Elle charge à YouTube. Vous pouvez voir cette conférence et la conférence antérieure aussi à YouTube. Si vous voulez montrer ça à des amis, les conférences de Moustapha Kalaï et les autres conférences de Cervantes, ils sont toujours là, disponibles. Aujourd'hui, je ne vais pas présenter Moustapha Kalaï, je l'ai fait beaucoup de fois, et vous le connaissez très bien, c'est pour nous un grand collaborateur et aussi un ami, c'est une personne vraiment exceptionnelle. Je suis très curieux de connaître ce qu'il va dire sur l'histoire des Catalans à Tanger. Et ça, c'est pas pourquoi je suis catalan, mais parce que les Espagnols ont connu très peu l'histoire. Et les Marocains. Et les Marocains. Ils connaissent tout ce qui se passe au nord du Maroc. L'histoire pas seulement du catalan, mais aussi des Espagnols à Tanger. On connaît très peu de ce qu'on a fait. Dans le monde, Tanger est connu pour les écrivains nord-américains et anglais. On sait que Paul Bowles, il était là, Jacques Kerouac, Tennessee Williams, et beaucoup des autres écrivains américains. Et on connaît toutes les anecdotes de sa vie des artistes, un peu débauchés et bohèmes, non? Mais on ne connaît pas la contribution des Espagnols à cette grande ville que c'est Tanger. Et c'est les Espagnols qui ont commencé à préparer les premiers services sanitaires, le télégraphe, la poste, l'électrification. Et on connaît très mal, non? Alors je suis très curieux de savoir qu'est-ce que tu vas dire et de jeter un peu de lumière dans l'histoire des Espagnols à Tanger, et en particulier aussi des Catalans. Merci beaucoup. Merci tout d'abord. Je tiens à remercier encore l'Institut Cervantes et concrètement son directeur Oscar Pujol, qui m'a ouvert sa maison dès le premier jour où il est venu. Il m'a cité justement pour que je travaille, je collabore avec l'Institut Cervantes. Je peux me considérer que j'ai un petit grain d'aide à cet institut, parce que j'ai collaboré en 92 avec le Centre culturel espagnol de Tanger, bien avant qu'il y ait l'Institut Cervantes. Donc moi, le Centre culturel espagnol ou l'Institut Cervantes, c'est ma maison. La langue de Don Quichotte, c'est ma langue. Et là, je tiens tout d'abord à remercier aussi Tijane pour le travail qu'elle est en train de faire en tant que coordinatrice, en tant qu'ingénieur culturel. S'il existe le terme ingénieur culturel qui a été forgé par André Mollard qui était le bras droit de Jacques Lang. Donc il y a même en France aujourd'hui une licence, une maîtrise, même une thèse sur l'ingénierie culturelle. Donc merci Tijane. Je dois remercier aussi Raja, donc tout le staff de l'Institut Cervantes. C'est vrai que je me sens chez moi. Je dois remercier le public présent. Donc que ce soit pour la première fois, j'ai la grande chance d'avoir la représentation latino-américaine. Donc l'Argentine, le Paraguay, le Chili, donc c'est déjà pas mal. Et aussi tous mes collègues comme Wassila, les gens que je ne connais pas, et surtout que ce soit le plus grand technicien de la culture de la mairie de Fès que j'ai connu il y a plus de 15 ans, 16 ans, lorsque j'étais derrière le jumelage de Loja avec Fès. Donc j'ai essayé, c'est vrai que j'étais l'ambassadeur du Maroc à Grenade, mais sans
portefeuille. Donc, je suis un ambassadeur atypique, donc je faisais ce qu'on appelle la diplomatie parallèle culturelle. Donc, voilà. Merci. Donc, pourquoi ce thème s'intéresser à la Catalogne? C'est une affaire autobiographique. Parce que déjà, j'ai commencé à faire mes études en France, j'ai commencé par un grand urbaniste, l'homme qui a forgé le terme urbanisme, l'homme qui a fait le plan de Barcelone et les Champs-Blancs, le premier technicien, ingénieur qui a systématisé l'urbanisme dans un traité de plus de 150 pages. Ildefonso Cerda. Et ce Ildefonso Cerda, il est mort dans la misère totale, jusqu'à tel point qu'il a dépensé tout son argent, son héritage, pour que ce plan de Barcelone et les Champs-Blancs, les gens qui ont l'habitude maintenant d'aller à Barcelone et de voir cette ville vraiment avec ce système de quadras, manzanas, la diagonale, c'est un plaisir, c'est une des meilleures capitales du monde. Elle a été récemment choisie comme une des meilleures capitales de la Méditerranée. Après Ildefonso Cerda, eh ben, je suis tombé sur Antonio Gaudí, Cornet. Donc je suis habité par Antonio Gaudí. Et quand je parle de l'autobiographie, c'est que vous allez voir, je vais parler d'un grand politicien, le fondateur d'Esquerra Republicana. C'est Josep Andreu Abello. Le Maroc ne connaît pas l'histoire, malheureusement. Moi, chaque fois, je leur dis aux francophones marocains, quand est-ce que vous allez commencer à travailler sur le nord du Maroc? Quand est-ce que vous allez avoir accès à cette belle langue qui est notre langue? Parce que l'espagnol, c'est notre langue. Selon le directeur Villanueva de l'Académie, il a reconnu qu'il y a plus de 10 000 mots arabes dans la langue espagnole. Juan Goytisolo, que je vais citer après, il disait que les Espagnols sont de la langue arabe, leur langue serait boiteuse. Donc quand est-ce que... Et Juan Goytisolo, lorsqu'il a monté le comité Averroès, lorsqu'il a monté, c'est-à-dire le consortium maroco-espagnol, un jour dans une émission, je me rappelle, c'était je crois 2M, un entretien, il leur a dit pourquoi les Marocains, au lieu de parler en arabe dialectal ou en espagnol, pourquoi on se voit toujours dans l'obligation de parler dans une troisième langue qui est le français? C'est-à-dire on a toujours ce problème, les technocrates francophones marocains, ils sont illimités dans l'espagnol. Ils aiment l'Espagne l'été lorsqu'ils partent à Marbella. Mais pour apprendre la langue, ça leur coûte. Donc il y a l'Institut Cervantes qui est en train de faire un grand boulot. Donc c'est une affaire autobiographique. Donc je vais commencer... ce que les Catalans, ils ont eu une grande importance sur le développement de la ville de Tanger, surtout à partir des années 45 jusqu'à 60. Et donc on va voir une série de personnages, illustres qui ont, avec leur savoir, avec leur argent, ont imprégné la ville de Tanger. Pourquoi je voudrais dédier cette conférence à Luc Gwajenzinski et aussi au public présent. Luc Gwajenzinski, en ce moment même, il m'a appelé il n'y a même pas 1h30, il est dans les ronds-points en France, en train de lutter avec les gilets jaunes. C'est un grand prof, c'est un géographe, c'est un gars qui a publié énormément. C'est lui qui a monté ce qu'on appelle l'agence du temps à Strasbourg. Il est prof à Grenoble. J'ai eu la grande chance de le côtoyer en tant que prof à l'Euromède jusqu'à il y a 2 mois. Malheureusement, je ne veux pas, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé. Et donc là, maintenant, pour moi, c'est plus qu'un ami, c'est un frère, c'est un confrère. On a publié récemment un papier ensemble avec mon grand ami Metalsi sur l'hospitalité. Et c'est quelqu'un qui m'a offert, c'est-à-dire tous ces laboratoires pour que je collabore avec lui. Donc, merci Luc. Eh bien, donc, on va commencer avec ce monsieur qui était un nationaliste marocain avant la nôtre. Avant les nationalistes marocains. C'est Ali Bey.
Badia Ledrich. Eh ben, vous allez trouver Domingo Badia Ledrich. Eh ben, il avait pris d'abord un surnom, Ali Bey Al-Abbasi. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il est venu au Maroc, il s'est converti à l'islam, jusqu'à tel point qu'il est parti à la Mecque. C'est le premier Européen qui est rentré à la Mecque bien avant Richard Bolton. Eh bien, ce Ali Bey, c'est un voyageur catalan qui a débarqué il y a plus de 2 siècles et qui a fait un des meilleurs livres sur le Maroc, l'Asie et l'Orient. Eh bien, pourquoi j'écris en catalan? Il s'appelle Domenech, et c'est une très très belle langue. Moi, je baragouine en catalan, donc pour moi c'est une très très belle langue. Et pour moi, la Novo Canso, la chanson nouvelle, que ce soit Julia ou que ce soit Raymond, pour moi, c'est des gens qui m'accompagnent à longueur de journée dont je suis en train d'écrire ou d'étudier. Le catalan Domenech Ledrich, alias Ali Bey Al-Abbasi, dont le but d'explorer l'Afrique et l'Orient, c'est l'un des premiers voyageurs européens à visiter la Mecque, 50 ans avant le fameux Richard Bolton. Il se déguisa en musulman, s'inventant une noble généalogie arabe, se faisant appeler Ali Bey Al-Abbasi. Plus tard, se mettant au service de la France, il proposa à Napoléon la conquête sous son égide de l'Afrique du Nord. Il suivit Joseph Bonaparte en Espagne, lors de l'occupation de la péninsule ibérique. Et après la chute de l'empereur, se fit de nouveau explorateur au service des ambitions colonialistes de Louis XVIII. Ce personnage très cultivé, parlant plusieurs langues, féru d'histoire et d'astronomie, fut à l'évidence l'homme qu'on décrivait à l'époque comme courageux, entreprenant, rusé, aventurier par goût, celui dont les passions ardentes et la mobilité d'esprit le rendaient capable de tout. Le voilà, c'est un beau gosse. On ne va pas me dire qu'il n'était pas beau. Et avec sa barbe. Apparemment, Domenech Badia Ledrich était un voyageur espagnol, catalan. Il voyagea sous le pseudonyme d'Ali Bey et s'habillait en arabe. En 1803, il partit pour Tanger et visita l'Afrique du Nord et l'Égypte, où il rencontra Chateaubriand à Alexandrie. Il continua son voyage jusqu'à Chypre, puis il atteint la Mecque au début de 1807. Il est le premier chrétien à avoir décrit en détail la Mecque et la mosquée d'Omar à Jérusalem. C'est ma ville natale, donc une vie générale de ma ville natale. Sachez que je suis né là. Je suis né dans la Casbah. Je suis né dans la Casbah, donc je suis quelqu'un du terroir. Donc on ne peut pas me dire que je ne suis pas tangérois. C'est une ville que j'aime énormément, je suis très imprégné par cette ville. Malheureusement, là en ce moment, je l'ai quittée à 17 ans et demi. Je reviens de temps à autre, nul n'est prophète en son terre, mais je suis imprégné, imbibé par ce Tanger cosmopolite où il y avait un métissage de langue, un brassage. Et donc le Tanger actuel, je le dis, je l'assume, il y a la caméra en face, c'est un Tanger qui ne me représente pas. Mon imaginaire actuel ou ancien n'a rien à voir avec l'imaginaire de Tanger. Tout le monde me parle de Tanger. Ah, c'est une ville. Mais Tanger, à l'époque de ces grands Catalans, avait, c'est-à-dire une économie que même Monaco et Nice et tous ces pays où il y avait, c'est-à-dire de la richesse, n'ont pas en ce moment. Donc voilà. Moi, je préfère le Tanger de l'époque où j'étais jeune, où je jouais la sambomba lors du vainqueur. Je mets le Tanger actuel. Pour moi, c'est un Tanger, oui, il y a un développement, mais un développement sans développement humain. Lorsqu'il y a un développement comme ça, sans développement humain, ce n'est pas quelque chose qui peut me fasciner en tant qu'intellectuel. Les jours qui suivront son arrivée à Libye se rend dans plusieurs coins à Tanger et fait déjà parler de lui. Il annonçait une éclipse solaire. Il était très très fort en astronomie.
Il livrait plusieurs cadeaux caïds des différentes personnalités de la ville et ne manquait pas d'exhiber le matériel d'astronomie qu'il s'était procuré en Europe. Mais il devait aussi saisir la visite du sultan Moulay Souleymane pour rencontrer ce sultan. Chose faite, quelques jours plus tard, Ali Bey est donc présenté au sultan chérifien, auquel il présente toute une série de cadeaux. Petit à petit, grâce notamment à ses connaissances et à sa réputation, il se transforme en homme de confiance de Moulay Souleymane, qui lui accorde des palais, notamment à Marrakech, ainsi que plusieurs faveurs, dont des domestiques et des lettres pour lui permettre de circuler librement au Maroc. Eh bien, il nous a fait une des meilleures descriptions de la ville de Tanger. Dominique Badi-Alelich, alias Ali Bey al-Abbasi, décrit la ville à son arrivée en 1803 de la manière suivante. La ville de Tanger, du côté de la mer, présente un aspect assez régulier. Sa situation en amphithéâtre, comme on l'a vu dans cette image d'avant, les maisons blanchies, celles qui consultent d'une fabrique régulière, les murs qui entourent la ville, la Casbah, bâtie sur une hauteur, et la baie qui est assez grande et entourée de collines, forment un ensemble assez beau, mais du moment qu'on met le pied dans l'intérieur de la ville, le prestige cesse et on se trouve entouré de tout ce qui caractérise la plus rebutante misère. Excepté la rue principale, qui est un peu large et que la porte de la mer traverse régulièrement la ville, du levant au couchant, toutes les autres rues sont tellement étroites et tortueuses qu'à peine 3 personnes peuvent y passer de front. Les maisons sont si basses qu'avec la main, on peut atteindre le toit de la plupart. Ces toits sont tous plats et couverts de plâtre. Peu de maisons ont un étage. Les maisons des consuls ont de bonnes croisées, c'est-à-dire des fenêtres croisées. Mais à celles des habitants, on ne voit que quelques petites fenêtres qui ont à peine un pied carré ou des créneaux d'1 pouce ou de large et d'1 pied de hauteur. Dans quelques endroits, la rue principale est mal pavée, le reste est abandonné à la sainte nature avec d'énormes rochers qu'on n'a même pas pris la peine d'aplanir. Les murailles qui entourent la ville se trouvent dans un état absolu de ruine. Elles ont des tours rondes et des tours carrées. Du côté de terre, ils sont entourés d'un grand fossé également en ruine qui est planté d'arbres et bordé de jardins et potagers. Eh bien là, vous avez une vue générale. Donc l'image de la ville de Tanger, au XIXe siècle, ou bien avant, décrite par Ali Bey, ne dérobe guère l'exotisme de son regard occidental, mais il décrit avec précision la condition d'une enclave stratégique qui sera l'espace d'exception qui permettra l'escale des intrus arrivés plus ou moins légalement. Et cette condition de ville ouverte sera ce qu'on appelle en latin genius loci, au esprit du lieu, qui déterminera son évolution historique et sa signification la plus profonde dans les récits des voyageurs, d'artistes et de ceux qui ont cherché un refuge ou un espace de liberté intérieure. Donc sachez que Tanger, c'était une ville qui acceptait, c'est-à-dire ceux qui venaient de l'Europe, ceux qui venaient, c'est-à-dire de l'Afrique, ça a été toujours une terre d'asile. Le père de la première cour, pourquoi je dis que c'est le premier nationaliste avant la lettre? Eh bien, déjà au XVIIIe siècle, il a pensé à rédiger une constitution pour le Maroc. Et la constitution, elle s'appelle la constitution de los pueblos de l'Occidente. Parce que dernièrement, les gens, heureusement qu'on a des historiens comme Bernabé López Garcia, lorsqu'il y a eu, c'est-à-dire la réforme, la dernière réforme de la constitution marocaine, ben, les gens croyaient que la première constitution du Maroc était celle qu'avait rédigée le professeur que j'ai eu en France et moi à Paris, du droit constitutionnel du Vergile. Mais non, heureusement que Bernabé López Garcia a sorti ce document. Il a été publié par cette revue que je demande à tout le monde de l'acheter, une des meilleures revues marocaines. C'est la revue Zaman. Donc vous trouverez, c'est-à-dire les 18 articles de la Constitution de los Pueblos de Occidente
en langue espagnole est conservé sous forme manuscrite à la bibliothèque des archives historiques, de l'archive historique, non catalan, des archives de la Ciudad de Barcelona. Le manuscrit de la Constitution est inclus dans le tome Mémoire original recoupant divers documents de Badilla. Donc, c'est le premier constitutionnaliste. Donc, on doit assumer ça et lui rendre hommage. Voilà, c'est ce livre qui a été édité en France. Donc, il y a eu pas mal d'éditions, 1803, 1804, 1805, 1806, jusqu'à ça. Il n'a été édité en espagnol, si je ne dis pas des bêtises, je crois au moins 60 ans ou 70 ans après. Eh bien voilà. Il y avait une statue de ce monsieur, là voilà. Et nous, les Tangérois, c'est dans un quartier qui s'appelle Benimacada. Jusqu'à récemment, au quartier Benimacada, les habitants étaient familiers avec une statue d'Ali Bey, probablement sculptée dans les années 1830, qui avait ensuite mystérieusement disparu, déboulonnée sur un ordre d'un élu municipal du parti de l'Istiqlal. Paraît-il, il a dit que c'était un espion qui faisait de l'espionnage. Et à l'époque, c'était pas de l'espionnage. À l'époque, il y avait ce qu'appelle le plus grand anthropologue français, Pierre Classe, ainsi que Yves Lacoste, le savoir stratégique, et non pas de l'espionnage. L'espionnage, c'est aujourd'hui. Là, maintenant, moi, je sais que le satellite Échelon est en train de me craver. Facebook. Donc, ça, c'est l'espionnage. Mais ce monsieur, quel espionnage il allait faire? Et cet élu, il a eu cette idée géniale de nous priver de cette statue. En 2016, l'opposition au conseil communal avait exhorté le maire de la ville de révéler le sort de cette statue, jugée comme faisant partie du patrimoine de la ville du Détroit. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le Randall de Franchi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on lui a dit, il faut aussi ériger une statue à une Batuta, une autre à Hercule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit au ulama, il leur a dit, faites-moi une fatwa, est-ce que je peux ériger une sculpture? Ouais, donc on est, je sais pas, on n'est pas au Moyen-Âge. Donc, voilà. Pour nos Tangérois, Ali Bey n'était qu'une pauvre ruelle de terre battue, souvent embourbée, située dans le sud de la ville de Benimacada, jusqu'à ce que l'écrivain catalan, ce grand monsieur qui était un amoureux du Maroc, encore un nationaliste marocain, Juan Goytisolo nous explique qu'elle tenait son nom d'Ali Bey, le célèbre arabisant explorateur catalan qui avait voyagé à la Mecque. Eh bien, voilà, elle a disparu. Vous pouvez voir si Volkswagen, ça veut dire que ça années, j'imagine, les années 60. Heureusement que le cercle des amis de l'Espagne, par Aziza Benani, ils ont eu l'idée en 2014 de faire un hommage à ce monsieur, surtout qu'il y a un Catalan, Roger Mimo. Roger Mimo, c'est quelqu'un qui a monté un hôtel dans une casbah de Ouarzazate. Il est en train de faire pas mal de choses pour promouvoir le sud, la partie de Merzouga. Et donc lui, il a édité ces 3 tomes. Ils ont été édités par un grand ami à nous, Jerónimo Parius, qui était jusqu'à il y a encore 5 ans le directeur du Légat d'Andalousie, le Légat Andalou, et qui a une des meilleures maisons d'édition en ce moment, Almed. Il a édité 3 tomes sur la ville de Fès, un livre qui a été justement sponsorisé par Othman Benjeloul, et dont dernièrement j'ai ramené un exemplaire à notre ami Mzi. Donc, Roger Mimo, éditeur et traducteur du livre, a souligné que cette œuvre nous donne une vision très intéressante sur le Maroc de cette époque, car cet aventurier catalan fait une description rigoureuse et détaillée de tous les lieux qu'il a visités. Aziza Benani a affirmé que le jour où l'objectif de cette présentation
et de contribuer au développement des relations entre le Maroc et l'Espagne pour mieux connaître notre patrimoine historique commun. Moi, je parle du patrimoine partagé, patrimonio compartido. Eh bien là, c'est Souhaib Boubarka, le plus grand réalisateur marocain qui est né à Tombouctou. Souhaib Boubarka, il a eu l'œuvre d'Ali Bey, il a eu l'idée de faire un film. Donc le destin extraordinaire de Domingo Badilla, l'Iblich, alias Ali Bey Abbasi, sera bientôt porté à l'écran par le cinéaste marocain Souhaib Boubarka, qui signe, là, 74 ans, son grand retour après une quinzaine d'années d'absence. Voilà ce qu'il dit. C'est étonnant, mais aucun film n'avait encore été jamais tourné sur Ali Bey. Explique à l'agence France Presse Boubarka entre deux prises du tournage de son futur long-métrage, Le Sange du Calife. C'est vrai qu'il voulait devenir même sultan, même il voulait devenir le calife du Maroc. Eh bien, Souhaib Boubarka a eu cette idée géniale de faire un film. Malheureusement, le Qarawiyyin aurait pu profiter de l'occasion, les Fès, pour demander à Souhaib Boubarka de tourner le moment où il est passé par le Qarawiyyin, là où il a séjourné à la bibliothèque. Mais Fès perd toujours des occasions en or. Donc, mon ami Khalil Païs, il me dit, Mustafa, Grenade et Fès, ils ont un problème identitaire. Je lui dis, lequel? Ils n'ont pas de modèle de ville en ce moment. Et donc, c'est ça. On souffre de ce modèle de ville. Et donc, il est temps qu'avec la société civile, avec tous les gens, qu'on pense de faire cette ville-ci, qui est un joyau sur le plan architectural à Médina. Sachez que l'école de Montréal, chaque année, ils envoient des étudiants d'architecture pour apprendre de l'urbanisme facile, pour qu'ils apprennent. L'année dernière, j'étais avec M. Metalsi, le directeur de l'école de Genève. Les gens de Fès, ils ne sont pas au courant. Ils ont séjourné dans la Médina pendant 2 mois. Et donc, ils ont fait des croquis. Ils se sont baladés dans la Médina. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On bétonise, et on fait que des cubes. C'était un séducteur. Personne ne pouvait lui résister, renchérit Boubarka. Il mourait en Syrie sur le chemin d'un nouveau pèlerinage à la Mecque, empoisonné par sa maîtresse. L'idée, c'est un homme, une aristocrate britannique convertie à l'islam et devenue prophétesse messianique en pays druze. Jean Blatt, Farid al-Atrash, c'est des druzes. Une partie du Liban et de la Syrie actuelle qui ne supporte pas d'apprendre que son héros était un espion, selon le réalisateur. Il serait plutôt mort de la dysenterie malgré un remède à base de rhubarbe torréfié prescrit par un médecin français de Damas. Assure. Eh bien, c'est quoi Reus? Il y a une connexion que la ville de Tanger. Malheureusement, j'ai une villa qui tombe en ruine à cause d'une mauvaise gestion d'un héritage en face du consulat d'Espagne. Donc voilà. Et donc mon père était menuisier de ces gens-là. Mon père, c'était le premier Marocain qui a siégé à la Chambre du commerce international. C'était l'ami de Najara de Tanger. Un gars qui parlait 4 langues. Ben là, on arrive à François Lucier, Ochoa. Il était l'architecte municipal de Tétouan. Il a monté avec Assis Villadeval et avec Andreu une agence urbaine d'architecture Arking, une agence immobilière Socotec. Ils ont réalisé plus de 250 projets résidentiels entre Tanger et Tétouan. Il est resté architecte municipal jusqu'à 1960 à Tétouan, jusqu'à la finition d'un grand lotissement que lui a dessiné qui s'appelle Barri Moulay Hassan. Et donc il a donné les premières clés, c'est-à-dire aux habitants, en compagnie de Sa Majesté Mohammed V. Encore un nationaliste. C'est un nationaliste. Il y a que des Catalans, ce sont que des nationalistes. Et bien là, il est en train d'expliquer le plan d'aménagement de Tétouan au général Varela, qui était le résident général de l'époque.
Là, on le voit avec Sa Majesté Mohamed V en train de lui expliquer ce que c'était le barrio Moulay Hassan. Là, il y a le Khalifa derrière, toujours Sa Majesté Mohamed V. Sachez que ce lotissement, ce qu'il a essayé de faire, Sierra Chua, il a rénové la maison marocaine cubique en lui introduisant une architecture très européenne. Sachez que c'était un grand enquêteur, c'était un grand anthropologue. Le meilleur livre qui a été fait sur la maison marocaine, c'est Alfonso de Sierra, et surtout sur la forgerie. Eh bien, le voilà. Ça, c'est un catalogue d'une exposition qui a été organisée encore par un autre ami, Alejandro Muchada. Je te cite. Donc, merci pour ce catalogue. Donc, il faut rendre hommage à tout ce que moi je vois. Certains qui écrivent, il n'y a pas de citation. Je n'ai jamais compris. En France, on nous a éduqués. Ben, tu cites Juan Goytisolo, tu mets Juan Goytisolo. Mais ici, j'ai vu des gens qui écrivent. Et on dirait qu'il aime Tahrir. Ça vient de... donc, c'est du plagiat. Voilà. C'est ça. Barrio Moulay Hassan, à Tétouan. Là, il est en décrépitude en ce moment. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas d'aller voir et même de rentrer dans la maison pour voir ce qu'a fait ce Alfonso de Sierra. Voilà. Tétouan est le défi de la modernité. Ça, c'est le travail qu'a fait l'architecte Muchada. Il a fait un grand travail sur le logement espagnol lors du protectorat. Voilà, voilà quel côté. On voit des baies, des fenêtres, donc c'est ventilé, c'est un... Et c'est moderne, la chaux, la couleur blanche. On arrive à ce grand monsieur qu'on doit lui ériger un monument. Encore un nationalisme marocain. De la myriade d'écrivains et d'artistes qui se sont installés au Maroc au cours du siècle dernier, Juan Goytisolo était clairement le plus apprécié des Marocains. Aucun écrivain expatrié n'aura essayé avec autant d'obstination à s'intégrer dans la société marocaine. Il était si fortement pro-musulman, tellement investi dans l'héritage de l'Espagne arabe, qu'il considérait Al-Andalus particulièrement dans ces dernières années comme une métaphore de l'être humain, fluide, fragile, kaléidoscopique, contrairement à la plupart des occidentaux. Il a étudié l'arabe, mais non pas que l'arabe, il n'a pas étudié l'arabe classique. Il a étudié notre langue vernaculaire, c'est-à-dire Darija. Et Dieu sait qu'on vit une schizophrénie linguistique, et maintenant, on ne sait pas l'arabe classique, l'arabe dialectal, le français, l'anglais, et pourquoi on a laissé en troisième position l'espagnol? Pourquoi? Ben, l'espagnol devrait être sur le même pied que le français et l'arabe. Pourquoi on part dans ce monde anglo-saxon, surtout que maintenant le Brexit, à quoi ça sert d'aller étudier ces langues véhiculaires? C'est vrai que c'est la lingua franca, mais moi, les sciences humaines, pour moi, c'est la France. C'est pas l'Angleterre, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils ramènent les meilleurs. Pierre Bourdieu, allez donner des conférences là-bas, Jacques Derrida. Eh bien, tout le monde maintenant veut devenir anglo-saxon. Et Dieu sait que le meilleur anglais, on le parle à New Delhi et non pas à Détroit. Et ce qu'on parle à Détroit et ailleurs, c'est ce qu'a écrit un ingénieur français, Le Globish. Donc, c'est bien d'apprendre cette langue, mais ne dépensez pas beaucoup d'argent pour que votre fils devienne un anglophone parfait. Il va pas écrire comme Faulkner. Donc, c'est pas la peine. Eh bien là, mes souvenirs avec ce grand monsieur. Là, c'est à l'hôtel Château. Et là, à l'hôtel Alhambra Palace, à Grenade, en 2008, lors du festival High Festival de littérature. Et l'Alhambra, c'est un hôtel qui a été fait par un indiano. L'indiano, c'est ces Espagnols qui sont partis en Amérique latine
qui ont fait beaucoup d'argent. Une fois revenu en Espagne, un Grenadin a essayé d'imiter l'Alhambra. Et donc il a érigé un hôtel qui s'appelle l'Alhambra Palace, avec une coupole, que malheureusement les Espagnols, eux aussi, le patrimoine, c'est pas leur fort. Cette coupole, il a été volé par un Allemand, pierre par pierre, il l'a escalé en Allemagne. Donc vous voyez, donc c'est pas que le Maroc, chez Infani, c'est pas que Bamiyan, c'est pas que Palmyre, donc on est, je crois pas, je sais pas qu'est-ce qu'on a avec le patrimoine. Ah, Juan, là, il a demandé à tout le monde, il leur a dit, s'il vous plaît, vous me laissez en paix avec Mustafa. Et donc on a eu 1 heure de discussion. Il me demandait après ma famille, après mon fils, après. Et on parlait de littérature. Et jusqu'à tel point qu'à un moment donné, il y a une femme écrivain qui est très connue en Catalogne, maintenant, Najat El-Hachni, il a eu le prix Raymond Joule, il a eu Bébé Oubé, c'est une femme qui écrit merveilleusement en catalan, même Père Jean Ferrer, même Juan m'a reconnu. Ce jour-là, il est venu perdu, à un moment donné, Juan, je veux savoir dans quelle table rendre. Il dit, pardon, je continue ma discussion et après je t'explique. Donc à la fin, je me suis chargé de la ramener à sa table ronde. Ce monsieur, en 1976, s'est confronté à toute la gauche espagnole, latino-américaine, en prenant position pour la cause marocaine du Sahara. Il a écrit un article dans la revue Triunfo, où il a dit à Santiago Carrillo, Felipe González, vous méconnaissez le Maroc, vous méconnaissez la réalité, et donc vous êtes des agents de l'Algérie. C'est vrai. L'Algérie, à l'époque de Boumedienne, recevait Carrillo et Felipe González, ils étaient encore dans l'opposition comme s'ils étaient des chefs d'État. Et donc, il a écrit cet article, il a reçu pas mal de critiques, d'insultes. Au lieu, c'est-à-dire de lui répondre en se basant sur ce qu'il a écrit, ils ont commencé à l'attaquer sur sa vie privée et sa vie à Tanger. On l'a traité de bourgeois, on l'a traité de tous les temps. On lui a dit du tout. Malgré ça, il a écrit une série d'articles, au moins 6, qu'il a repris dans cette édition Anagrama, le problème avec Sahara, mais il a pris position pour le Maroc. La cause marocaine, lui, il l'a assumé comme tel. Et Anagrama, c'est Raldé, c'est pas n'importe qui. C'est une des plus grandes maisons d'édition. Ce livre est épuisé, il n'existe plus. Hier, je me suis amusé, j'ai trouvé qu'il coûte entre... Le dernier exemplaire, il coûte entre 100 et 200 euros. Et donc, c'est des livres qu'on peut traduire en arabe. Il faut qu'on traduise, monsieur Aslara, c'est notre littérature, c'est notre patrimoine, vous allez travailler le patrimoine. Il n'y a pas le patrimoine marocain. L'architecture française est marocaine, l'architecture espagnole est marocaine, c'est le patrimoine partagé. C'est quoi marocain? C'est la babouche? Non, je crois qu'il faut qu'on s'ouvre au monde moderne. Eh bien, il critiquait la solidarité de la gauche espagnole avec la Chyprie, écrivant que l'opinion publique espagnole subissait les préjugés coloniaux anti-marocains, relevant les droits historiques du Maroc. Ces articles du journal Les Palais, ils ont été reproduits par Saïd Moussali, un tétoiné, dans l'Alam. Il s'inspira toutefois la colère de la gauche espagnole. Il fut durement attaqué par ce Pedro Costa Morata. Ben, il l'a traité de tous les noms. Au lieu, c'est-à-dire de dire, voilà, je ne suis pas d'accord, machin, non, il a commencé, ils l'ont attaqué sur sa vie intime. Et voilà. J'ai eu la grande chance. Je n'ai pas pu assister à son enterrement, mais 2 jours après, j'ai eu une mission à l'arrache, et grâce à ce monsieur, avec ma collègue Sandrine Simon, c'est le secrétaire de la faculté polyvalente de l'Arrache. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je peux aller me recueillir sur la tombe
de mon grand ami, parce que moi j'ai une relation avec Juan, je l'ai connu lorsqu'il a présenté Chronique Sarrazine à Ruedo Ibérico. Le seul qui est resté fidèle au Ruedo Ibérico, qui était une maison d'édition antifranquiste, qui a fait de la résistance. Et après, je l'ai revu chaque fois qu'il venait à Grenade. Et en plus, donc c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, et moi pareil. Donc là, je me suis recueilli donc, devant sa tombe. Celle-là, c'est la tombe de Jean Genet. Eh ben, c'est que lui, il a demandé d'être incinéré et d'être enterré à Marrakech. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand est-ce qu'on va apprendre, comme les Espagnols, les chrétiens, nous, à l'Alhambra de Grenade, on a un cimetière chrétien, il y a les convertis qui voulaient qu'on les enterre, eh bien, on a fait un carré, comme en France. Dans les cimetières à Père-Lachaise, ailleurs, il y a un carré pour les musulmans. Et pourquoi nous, on ne veut que des musulmans? Et pourtant, c'est la religion du livre. Les trois religions sont monothéistes. Pourquoi on ne peut pas incinérer quelqu'un? Et pourquoi on ne peut pas l'enterrer? C'est-à-dire, lui, il voulait être enterré à Marrakech. Et comme il n'a pas, c'est-à-dire les gens qui étaient en train de gérer son testament, et comme deuxième option, il a dit, je veux être à côté de Jean Genet. Eh bien, Jean Genet, le plus grand écrivain français, il est à l'arrache. Il a légué tout son argent et ses droits d'auteur à un Marocain, à un riche. Et donc, il est en face de la mer, et ce cimetière, il appartient au consulat d'Espagne. Eh bien, voilà. Pablo Neruda, il dit, hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido. Il y a des cimetières seuls, des tombes pleines d'os sans bruit. Inalidem, inalidation, voici. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie le cœur quand ça va plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre comme adoré qu'on cherchait sous la peau. On devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment nagué qui s'en va faire sa nuit. Dans les rayons de la mort, le samedi soir, dans la tendresse. La chanson, c'est d'un grand philosophe, chanteur. Pour moi, c'est chaque fois que je suis chez moi, tout seul, devant mes livres et mes tableaux, je suis accompagné par Léo Ferré. C'est de la pure poésie, donc c'est vrai, il a raison. Moi, j'ai perdu ma femme. Avec le temps, tu perds la voix et le visage. Moi, je me rappelle plus du visage de ma femme, de sa voix. J'ai une petite vidéo, oui. Et si, j'ai que une photo, donc c'est ça. Il a une autre chanson qui s'appelle « Ne chantez pas la mort ». C'est aussi de la grande poésie. Et donc là, voilà, je demande
Zahra, Saïd, tout ça, vous venez juste de créer une association patrimoine que dorénavant, notre ami, que je dois remercier, Joe Dicoumet, qui va nous laisser se réunir pour travailler sur des projets sérieux. Et dont un projet, c'est d'essayer de rendre hommage à ce nationaliste catalan-marocain Marrakchi, parce que la mairesse de Madrid, Carmena, lui a donné la meilleure place, place de Juan Goytisolo, c'est en face d'un des meilleurs musées de Madrid, Reina Sofia. Moi, je crois que le Maroc doit faire quelque chose, même les départements d'Espagnol, créer une chaire, Juan Goytisolo, éditer ses livres. Il n'y a que 2 livres qui sont publiés en arabe, et lui donner ce qu'on appelle la reconnaissance. Ce matin, j'ai eu un grand ami intellectuel marocain, c'est Ali Sedjali. Il m'a dit, Mustapha, notre problème, c'est la reconnaissance. C'est l'amnésie historique. On ne veut pas reconnaître les gens. Et donc, moi, je vous propose d'essayer, ce qu'il est venu à Fès. Il est venu, ce Moussari était parti. Il est venu au département de Fès. Ben, d'essayer de demander, c'est-à-dire déjà, Choukri n'a pas de rue à Tanger, et bien Juan Goytisolo, il va rester sans Tanger, lui qui a déclaré Jama'afna, patrimoine immatériel du monde. Donc, il faut, lui qui a monté, c'est-à-dire le comité Averroès, qui a travaillé sur l'amitié entre les intellectuels marocains et espagnols. Donc, ce Juan Goytisolo, moi personnellement, il est mort il y a 8 mois de ça. La ville de l'Arrache, je leur ai demandé d'organiser un colloque sur André Gide. Il y a toujours des gens qui occupent des postes, mais qui n'ont pas, c'est-à-dire le sens de la culture, le sens de l'histoire. Donc ils ne connaissent même pas Jean Genet, ils ne connaissent même pas Juan Goytisolo. Par contre, ils connaissent Messi et Cristiano Ronaldo. Et tu les vois devant la télé, il laisse son travail, il voit pas Cristiano Ronaldo et Messi. Donc, merci. Avant de passer aux questions, je demande à ce jeune homme de se mettre au centre.